Bonsoir, mesdames et messieurs. La norme de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en termes de masse salariale est 35% du produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire a le taux le plus élevé avec 41%. Que faire dans un contexte socio-économique difficile comme le nôtre? L'un des aspects de l'assainissement de la gestion des biens publics est le fait du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il œuvre pour la maîtrise des effectifs, de la gestion de la carrière des fonctionnaires, de l'informatisation, de la moralisation de l'administration, bref, autant de chantiers lancés depuis 2 ans par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Objectif, reconstruire une administration publique moderne et fiable, respectant les normes internationales. Justement, celui qui a en charge ce département ministériel sur le plateau de RTI 1 reçoit. Le ministre Nyamia Konan a la responsabilité de conduire le changement. Qui est-il? Quel est son parcours? Quels sont ses domaines de compétences? La réponse dans cette vidéo signée Francis Boifo. Il est 7h20 ce vendredi quand le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Nyamia Konan arrive à son cabinet au plateau. À peine installé que commence le service. Quelques coups de fil pour informer ses proches collaborateurs de sa présence à son poste, la signature de documents urgents et ce sera tout pour le travail sur le grand bureau. Sur le petit bureau par contre, il passe plus de temps parce qu'il y a installé un ordinateur, son principal outil de travail. Normal, Nyamia Konan est ingénieur concepteur en informatique de gestion depuis 1982. 5 ans plus tôt, il obtint le diplôme d'inspecteur des douanes à l'École supérieure des douanes de Bruxelles. Diplôme qui lui permet d'intégrer la Direction générale des douanes ivoiriennes. De 1988 à 1994, il est nommé chef du bureau informatique. De 1994 à 2001, il occupe successivement les postes de sous-directeur des douanes, directeur et co-président du comité des actions de lutte contre la fraude douanière et fiscale. Puis directeur général des douanes ivoiriennes de 2001 à 2008. En 2010, il est nommé ministre de la fonction publique et de la réforme administrative par le président Alassane Ouattara. Né en 1953 à Toumoudi, Nyamia Konan est d'abord économiste puisque titulaire d'une maîtrise en sciences économiques en 1980 à l'université d'Abidjan, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sur le plan politique, il est membre fondateur et président du mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espérance. Il est également député de Botro dans la région du Gbeke. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous êtes le premier invité de RTI 1 reçoit, nouvelle formule, nouveau style, nouveau décor. Alors, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes ici pour expliquer aux Ivoiriens et au monde entier le bien fondé des réformes que vous avez engagées il y a 2 ans, mais aussi pour dissiper les malentendus. Réforme administrative, quel effet sur les populations? C'est 90 minutes d'échange avec 3 confrères qui m'accompagnent. Paul Philippe de Radio Côte d'Ivoire, Landry Pono de RTI 1 et Cissé Sendou du quotidien Nord-Sud. Mais aussi les téléspectateurs à partir du téléphone, le 22 40 12 50 et des réseaux sociaux. Le principe de l'émission est simple. Nous allons ensemble discuter de sujets d'actualité et d'ordre général et les 3 confrères aborderont avec vous les questions de fond. Alors, tout à l'heure, nous allons vous soumettre à une série de questions. Mais bien avant, le jingle du thème. Alors, monsieur le ministre, l'actualité, c'est la ponction sur les salaires des enseignants grévistes. 43 000 francs CFA pour les instituteurs et 60 000 francs CFA pour les enseignants du second degré. La ponction est-elle légale? Merci d'abord pour cette invitation. Vous disiez tout à l'heure que j'étais le premier à inaugurer cette nouvelle version d'émission. C'est un honneur. Est-ce que la ponction sur les salaires est légale? Elle est légale et les grévistes ont été prévenus. C'est la Constitution ivoirienne, en son article 18, qui garantit
aux travailleurs du secteur privé comme du secteur public le droit syndical et le droit de grève. Toutefois, une loi 571 de 1992, du 11 septembre 1992, a donc défini les modalités de la grève. Et parmi ces modalités, il est bien écrit que lorsque vous faites des grèves, vous n'êtes pas payé pour les jours que vous avez chômé, vous avez grévé. Alors pensez-vous que dans le contexte sociopolitique actuel, c'est indiqué, cette mesure? Oui, nous sommes dans une période de réforme. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à rectifier. Et si nous voulons faire des réformes, il faut commencer à appliquer les textes que nous sommes donnés. C'est une loi. Et les grévistes, comme je disais, ont été prévenus avec les moyens du contribuable. Nous avons fait beaucoup de publicité autour de cette question dans les médias, de communiquer. J'ai même une copie de votre communiqué ici. On leur a dit, vous pouvez faire grève, c'est un droit constitutionnel, mais tous les jours où vous n'aurez pas travaillé, vous ne serez pas payé. Ils ont dit, ils ont considéré que c'était des menaces, mais nous avons l'intention d'appliquer la loi. Tout ce que nous voulons faire, il faut qu'on commence à appliquer les lois que nous nous donnons. Oui, mais les enseignants ont apporté une réponse à la situation en perturbant le bac blanc. Ben, je crois que c'est des fonctionnaires, donc ils n'ont qu'à savoir que c'est des actes d'indiscipline et ils peuvent être sanctionnés pour ces actes d'indiscipline. En tout cas, nous sommes déterminés à appliquer la loi. Ils sont combien à avoir été frappés par la mesure? En ce qui concerne les fonctionnaires du secteur éducation-formation, je crois que c'est environ 49 000. 49 000. Alors, est-ce que les fonctionnaires ivoiriens, notamment les enseignants, ont-ils fait grève dans l'illégalité, vous voulez dire? Non, je ne parle pas d'une grève illégale. Même quand la grève est légale, quand vous faites grève, les jours où vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Ça, c'est la loi, ce n'est pas une grève illégale. La grève illégale... Est-ce un moyen de pression pour empêcher les travailleurs d'aller à la grève? Parce que c'est aussi un droit à la grève. Oui, c'est un droit, mais comme je vous ai dit, la Constitution a disposé qu'une loi vienne après pour établir les conditions et les modalités de la grève. Et donc, c'est cette loi 92-571 du 11 septembre 1992 qui prévoit toutes ces modalités. Il dit, vous avez droit à la grève dans le secteur public, mais lorsque vous faites une grève, vous n'êtes pas payé pour les jours où vous avez grévé. Dans les secteurs sociaux comme celui de la santé, par exemple, oui, il y a un service minimum qui doit être garanti. Donc, c'est cette loi-là qui décrit exactement les conditions. Et ils n'ont pas été frappés? Lesquels? Les agents de la santé? Pas encore, on n'a pas encore la liste. Donc vous allez le faire? Mais nous allons le faire. Tous ceux qui ont grévé seront sanctionnés. Et au niveau des enseignants, justement, vous savez que au niveau des enseignants, avant les examens, ils ont eu un volume horaire à respecter. C'est à la demande, c'est surveillé par les censeurs, les inspecteurs et autres. Alors, vous effectuez des ponctions sur leur salaire. Est-ce à dire que ces enseignants-là ne doivent pas couvrir la totalité de leur volume horaire avant que les enfants n'aillent à l'examen? Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Ce n'est pas nous qui avons fait des ponctions sur les salaires. Qui a fait les ponctions? C'est eux-mêmes, en refusant de travailler, qui ont fait des ponctions sur les salaires. Oui, mais le problème que je pose, il est réel. Mais vous avez fait des ponctions sur mon salaire. Je crois que le proviseur ou le censeur ne va plus obliger l'enseignant à respecter les volumes horaires avant que les enfants n'aillent à l'examen. Est-ce que vous voyez un peu le problème que ça crée, surtout dans le milieu des enseignants? Mais ça ne crée aucun problème de respecter la loi. Ils ont fait grève, ils n'ont pas travaillé. Vraiment, je vais répéter ça pendant 90 minutes. Il est prévu par la loi en Côte d'Ivoire que lorsque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé, quel qu'en soit le motif. J'apprécie vraiment que vous soyez aussi attaché à la loi, mais les conséquences aussi, je pense que ça risque de jouer contre nos enfants. Mais bien sûr. C'est une réalité. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ils savent bien que quand ils font grève... Donc ça va être de cycle en cycle. Ils savent bien que quand ils font grève, ça pénalise les enfants. De grève en grève. De quoi? De ponction en ponction, de grève en grève, c'est ça? Mais autant de grèves, autant de jours grévés, autant de ponctions. D'accord. Alors je vais vous dire tout de suite, s'ils grèvent pendant un mois, ils auront 0 francs. Ils grèvent pendant un an, ils ne seront pas payés. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va appliquer la loi. D'accord. À bon entendeur, salut.
Merci, monsieur le ministre. Je pense qu'ils nous suivent, ils ont bien entendu. Alors, depuis 2 ans, vous vous attelez à apporter des réformes à l'administration ivoirienne, un peu malade, entre autres, de ses effectifs pléthoriques, de sa masse salariale excessive, de son inefficacité, de la corruption également. Alors, vous avez donc la lourde tâche de satisfaire fonctionnaires, agents de l'État, citoyens et populations, et même l'administration publique. Qu'avez-vous trouvé comme héritage? Ben, j'ai trouvé comme héritage une ambiance d'insatisfaction générale. Chez les fonctionnaires? Les fonctionnaires même n'étaient pas satisfaits des services offerts par leur ministère, la fonction publique, dans le traitement de leurs actes notamment. J'ai trouvé un État insatisfait de la production des fonctionnaires. Et donc, j'ai trouvé en général une population qui n'est pas satisfaite de l'efficacité de l'administration en général. Voilà l'héritage. Et c'est à cela que nous sommes atterrés. Alors, des véritables freins à la performance de l'administration ivoirienne. Exactement. Bon, vous, face aux difficultés relevées, votre première décision a été d'effectuer ce que vous avez appelé l'identification et le recensement. Était-ce le bon choix? Mais bien sûr, un des problèmes que nous avons trouvé, c'est la masse salariale qui était excessive. Vous avez avancé le chiffre de 41%, mais dans le budget 2013, il me semble que c'est 45%. Oui, il y a d'autres observateurs qui parlent même de 48%. Oui, je pense qu'en 2012, on était à 48%. Et vous avez indiqué que la norme communautaire, c'est 35%. Mais ce n'est pas qu'une norme, c'est des règles de gestion de finances publiques. Vous ne pouvez pas utiliser plus du tiers de vos revenus pour payer les salaires. Vous ne pouvez pas, sinon vous remettez en cause tout le reste. Alors, cette émission me donne l'occasion de préciser des choses qui passent souvent inaperçues. On dit l'État, l'État, l'État. Mais l'État, c'est vous et moi, bien sûr, c'est tous les Ivoiriens. Les ressources qu'utilise l'État, ce sont simplement les impôts payés par tous les Ivoiriens. Et quand les Ivoiriens payent les impôts, ils attendent en retour un service public et un service social. Ils attendent qu'il y ait des hôpitaux publics, ils attendent qu'il y ait des écoles publiques, ils attendent des routes, ils attendent l'éclairage, ils attendent de l'eau. C'est pour ça que les Ivoiriens, et comme tous les citoyens du monde, payent les impôts. Je trouve qu'il est indécent d'utiliser la moitié, presque la moitié de ces ressources pour payer les salaires d'environ 200 000 fonctionnaires et agents de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous prenez 20 millions d'habitants, à peu près 1%, si je parle des travailleurs, bon, supposons qu'une famille africaine, c'est 10 personnes, 2 millions. 2 millions, ça fait quand même 10%. 10% qui consomment la moitié des efforts fournis par les 90%. Je trouve ça pas normal et nous sommes attelés à ce problème. Essayez de voir dans le fichier de la fonction publique qui n'avait pas droit d'être dans ce fichier. Alors donc nous avons commencé par un recensement. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous faites des mécontents. Est-ce que vos décisions sont impopulaires? M. Nyamia? Non, moi, mon travail, ce n'est pas de prendre des décisions populaires ou impopulaires. Je ne m'en préoccupe pas. Qui dérangez-vous? Servir l'État. Qui dérangez-vous? Qui je dérange? Oui. Mais je ne sais pas qui je dérange. Vous pensez que je dérange qui? Quand je travaille pour assainir le fichier. Il y a des mécontents? Oui, mais il y a des mécontents. On n'est pas là pour faire des contents ou des mécontents. On est là pour faire, notre travail, tout simplement. Hein? On n'en veut à personne. On fait notre travail. Vous avez, comme je viens de vous décrire, une masse salariale qui remet en cause notre développement économique même. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'augmenter les salaires? Est-ce qu'on continue de laisser dans le fichier de la fonction publique des gens qui émargent au budget de l'État, mais qui n'existent pas? Ou on continue de laisser dans ce fichier des gens qui s'y sont introduits frauduleusement? Ou bien vous avez du mal à vous faire comprendre? Par qui? Par ceux qui se parlaient mécontents. Oh oui, ben, ça fait 2 ans que je suis là. Je suis persuadé que d'ici 5 ans, ils comprendront mon travail. Je l'ai fait à la douane. J'ai commencé avec 2 syndicats, j'ai fini avec 7.
Absolument. Aujourd'hui, il y a beaucoup de douaniers Vous avez fait le travail que je fais et certains même me réclament. Nous espérons Ils que me vous allez faire la réclameront même chose au ministère de la fonction publique. Alors, monsieur le ministre, vous aurez l'occasion d'approfondir ces points avec les confrères annoncés tout à l'heure. Une opération d'identification et de recensement des fonctionnaires et agents de l'État a été initiée en août 2011 par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Francis Boifo nous propose dans ce reportage le point de cette opération. Trait d'attestation de présence auprès des agents recenseurs par les fonctionnaires et agents de l'État. Renseignement de ces attestations suivi du dépôt dans les services du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Croisement des fichiers de la fonction publique et de la solde. Ces actions résument l'opération d'identification des fonctionnaires et agents de l'État initiée en 2011. Objectif, mettre en place un fichier fiable des travailleurs de l'État. Aujourd'hui, n'importe quel citoyen qui va sur le site de la fonction publique veut avoir des informations sur les fonctionnaires. Désormais, ce outil vous met à disposition. Il y a actuellement 155 226 fonctionnaires et agents de l'État qui sont enregistrés par le système. Et ces statistiques-là, c'est systématique. Ça, c'est ceux qui sont enregistrés. Maintenant, quels sont ceux qui sont réellement en poste? C'est un travail que nous sommes en train de faire avec les différents DRH des différents ministères. À terme, le projet d'identification des fonctionnaires et agents de l'État permettra, selon le directeur de la réforme administrative et de l'information, de maîtriser la masse salariale, c'est-à-dire les rémunérations correspondant aux salaires et primes des fonctionnaires de Côte d'Ivoire au cours de l'année d'exercice. Autre défi majeur à relever par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Nyamia Kona, la définition d'une nouvelle grille de salaire des fonctionnaires et agents de l'État. Je rappelle que l'opération de recensement a permis de réduire considérablement l'effectif pour réaliser un gain financier à l'État, plus de 10 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, avec Paul Philippe, vous allez justement parler de la maîtrise des effectifs, de la masse salariale et de la nouvelle grille de salaire. Bonsoir Paul Philippe. Bonsoir, mais avant vos échanges, dites-nous, monsieur le ministre, à quand l'augmentation des salaires? Mais quand les ressources nécessaires pour cette augmentation seront disponibles. Et comme je viens de vous rappeler, c'est avec les impôts payés par les Ivoiriens qu'on paye les salaires. Rien d'autre. Vous vous donnez un délai? Mais tant que les impôts n'augmenteront pas suffisamment, il n'y aura pas d'augmentation dans le sens que vous pensez. Paul Philippe, le ministre, c'est à vous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Depuis quelque temps, lorsqu'un ministre arrive à la tête de ce département, il procède à un recensement. Alors, je ne sais pas ce qui se cache justement derrière ces opérations de recensement, avec toujours des bilans positifs. Est-ce pour l'efficacité ou un effet de mode? Votre question est un peu surprenante, mais je vais essayer d'y répondre. On fait le recensement parce qu'il y a des personnes, des Ivoiriens, qui vont émarger au trésor public en tant que travailleurs de l'État. Il est nécessaire donc, j'allais dire indispensable, qu'on s'assure de temps en temps que ces personnes travaillent effectivement pour l'État. Vous savez que dans la fonction publique, il y a des gens qui y entrent et puis après, ils vont ailleurs. Certains même quittent la Côte d'Ivoire. Donc ce recensement périodique sert justement à sortir de la fonction publique ceux qui pourraient émarger sans effectivement rendre le service qu'on attend d'eux à l'État. Alors aujourd'hui, quel bilan vous en faites? Bon, on a fait un premier recensement. C'était un recensement d'entrée. Environ 2818 personnes ont été identifiées comme absentes. Nous les avons donc sortis du fichier. Mais pour terminer sur votre question, nous n'avons pas fait que ça. Nous avons contrôlé aussi les fonctionnaires qui avaient 2 matricules.
Nous avons fait contrôle sur les fonctionnaires qui travaillent, qui sont supposés travailler à la fonction publique, mais qui en fait travaillent dans le privé. Nous avons fait des contrôles sur les fonctionnaires qui sont supposés travailler à la fonction publique, mais en fait, ils sont dans les sociétés d'État. Nous avons contrôlé les indices et nous avons contrôlé pas mal de choses. Voilà. Le but, c'est vraiment d'assainir le fichier de la fonction publique. En ce moment, nous sommes en train de contrôler les diplômes et les résultats des concours par lesquels ces fonctionnaires-là sont rentrés à la fonction publique. Dès demain, vous verrez sur notre site tous les fonctionnaires qui ont été admis à un concours de la fonction publique depuis 2010 jusqu'à ce jour. Et nous allons appeler tous ceux qui ne sont pas sur cette liste à venir justifier la voie par laquelle ils sont rentrés à la fonction publique. Voilà. Nous avons vraiment l'intention d'assainir ce fichier parce que ce fichier coûte très cher à l'État de Côte d'Ivoire. Justement, ça fait l'actualité, monsieur le ministre. On ne comprend pas comment on peut avoir un numéro matricule sans avoir passé un concours. On peut avoir un numéro matricule sans avoir passé un concours si on a fraudé. Voilà. Et c'est les fraudeurs qu'on veut sortir. Dans le cas des 382 dont on parle actuellement, comment ça s'est passé? Comment la supercherie a-t-elle été découverte? Comme je vous dis, nous faisons des contrôles et on s'est rendu compte à l'occasion de ces contrôles-là que des personnes n'étaient pas sur les arrêtés d'admission au concours, mais ils avaient des matricules. Voilà. Donc nous procédons par le contrôle des résultats des examens. Et le résultat de ces examens est formalisé donc, par un arrêté du ministre de la fonction publique qui dit voilà les admis au concours que nous avons organisé. Nous partons sur cette base. Et puis après, il y a d'autres documents où on retrouve des personnes qui ne sont pas sur la liste des admis. Nous allons les sortir petit à petit. Ce contrôle, nous avons commencé là de 2000, le premier contrôle que nous avons fait qui donne à peu près, je parle le chiffre, 940 personnes là. 940 personnes, c'est ça. Voilà, 940 personnes. C'est les derniers concours de 2010 jusqu'à présent. Mais nous allons poursuivre jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000 ce travail. Et tous ceux qui sont rentrés frauduleusement à la fonction publique seront sortis. Alors, votre objectif premier reste qu'il faut débarrasser la fonction publique de ces brebis galeuses. On constate, comme je l'ai dit tantôt, que chaque fois, ces recensements reviennent. Est-ce des fonctionnaires qui ont plus de 10 ans d'activité ou moins de 10 ans? Parce que faut comprendre qu'on peut faire un recensement, on peut faire un état des lieux, et chaque fois, les brebis galeuses, on les retrouve. Chaque année, j'allais dire. Alors finalement, on se demande à quoi servent ces opérations. Ces opérations ne sont pas infaillibles. Des personnes peuvent passer entre les mailles du filet. Nous avons commencé le recensement là, par la production d'attestations. Et ces attestations devaient être signées par les 2 supérieurs hiérarchiques immédiats. Mais nous savons bien que dans le lot, il y a des gens qui ont imité la signature de leurs 2 supérieurs hiérarchiques immédiats. Donc c'est une méthode qui n'était pas infaillible. Et c'est pour ça que nous avons eu une autre qui arrive là, qui a commencé, qui est l'identification. Et celle-là est informatique. Alors, finalement, on ne comprend pas trop la différence entre les 2 opérations, le recensement et l'identification. Alors, l'identification a d'abord 2 objectifs. Contrôler effectivement que les fonctionnaires sont bien des fonctionnaires. Deuxièmement, voir si ces fonctionnaires-là ont un poste de travail. Il y a des gens qui ont passé des concours, qui sont rentrés régulièrement dans la fonction publique, mais ils n'ont pas de poste de travail. C'est-à-dire qu'ils sont à la disposition des DRH pour certains. Certains sont inconnus par un supérieur hiérarchique. Nous avons fait ce travail dans notre ministère sur 1500 agents environ. C'est à peine 500 qui ont été formellement reconnus par un supérieur hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a 1000, on ne sait même pas dans quel service ils sont. Ils sont à la fonction publique, ils ont passé des concours et on ne sait pas quel est le poste qu'ils occupent. Or, on est obligé de continuer de recruter. Il faut s'assurer que tous les postes sont occupés avant de recruter à nouveau. Or là, on voit que beaucoup de fonctionnaires sont dans la fonction publique, mais ne sont reconnus par aucun supérieur hiérarchique. Ce que vous dites est grave. Mais c'est bien sûr possible. Mais ce que je vous dis, c'est incroyable. Mais c'est pas. Ils se promènent, on les paye. Mais ils se promènent, on les paye, mais ils n'ont pas de. C'est-à-dire que c'est des gens
qu'on a affectés à un ministère, mais ce ministère-là ne leur a jamais donné un poste parce qu'on a recruté sans tenir compte des besoins. Alors, comment est-ce possible? Dans le passé, peut-être que vous suivez un peu vous suivez la fonction publique, j'espère que ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est environ 300 à 400 concours qu'on organisait chaque année. On ne se posait pas la question de savoir est-ce qu'on a besoin de renforts, on a besoin de personnes à la fonction publique. On a 400 concours à organiser, on les organise à la date prévue. Mais quand vous organisez des concours sans tenir compte des besoins, après quand vous affectez, vous mettez ces personnes à la disposition d'un service, le service ne sait pas quoi en faire. Il y en a qui n'ont même pas d'arrêté. Ils ont des arrêtés, ils ont passé des concours, ils ont un arrêté en bonne et due forme. Sauf que quand ils arrivent dans le ministère ou dans le service, on ne sait pas à quel poste les mettre. Et ils ne sont pas occupés. Et ils finissent bien sûr à rentrer chez eux et à venir à chaque fin de mois pour y marcher, c'est tout. Alors dites-nous, avec les croisements que vous avez effectués aujourd'hui, vous avez l'effectif exact des fonctionnaires de Côte d'Ivoire? Ils sont combien? Oui, bon, alors, il y a un effectif, bien sûr, à cause des contrôles que nous sommes en train de faire. Nous allons vous parler d'effectifs théoriques. Alors, on a dans nos fichiers 156 249 fonctionnaires. Mais sur ces 156 249, il y a précisément 145 616 qui émargent à la sorte. Les autres sont soit en disponibilité, soit ils sont en attente de leur premier mandatement. C'est des gens qu'on va affecter. Mais ceux qui émargent effectivement à la sorte aujourd'hui, d'après notre fichier, sont 145 616 fonctionnaires. Après toutes ces opérations à mi-parcours, que gagne véritablement l'État? Mais l'État gagne déjà de mettre de l'ordre dans sa propre maison, j'allais dire, assainir le fichier. Nous avons gagné de la première opération, celle que je vous ai décrite tout à l'heure, près de 10 milliards d'économies pour l'État. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Ce que nous allons gagner certainement avec l'identification des fonctionnaires, c'est d'arrêter les recrutements. Lorsque nous aurons identifié tous ces fonctionnaires qui n'ont pas de poste réel, nous allons les affecter ailleurs. Si j'en trouve qui ont moins de 45 ans, qui ont le niveau, j'aimerais bien qu'ils aillent à l'éducation nationale enseigner au lieu qu'on recrute de nouveaux enseignants. Alors, monsieur le ministre, on sait que l'habitude à la peau dure. Vous vous donnez combien de temps pour assainir? Est-ce possible assainir complètement, disons de manière définitive? Ah non, moi je peux vous promettre que d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2013, nous aurons un fichier de la fonction publique propre et pur. Tout à l'heure, je vous ai écouté avec Victorien, vous avez abordé la question de la masse salariale. À vous entendre avec les dispositions de l'UEMOA et autres, ce n'est pas pour demain l'augmentation des salaires pour les fonctionnaires ivoiriens. Normalement, on ne devrait plus parler d'augmentation des salaires. Comme je vous ai dit, c'est économiquement malsain d'avoir une masse salariale à ce niveau. On parle de critères de convergence de l'UEMOA, mais vraiment, ce n'est pas seulement des critères de convergence, comme je vous ai expliqué. Vous ne pouvez pas utiliser près de la moitié de vos revenus pour payer des salaires. Même vous ne pouvez pas prendre la moitié de votre salaire pour payer votre personnel. Sinon, vous ne pourrez pas vous acheter une maison, vous ne pourrez pas soigner vos enfants, vous ne pourrez pas les mettre à l'école, etc. Donc, c'est ça qui se passe pour l'État. On se plaint, je finis. Oui, tous les Ivoiriens se plaignent que le service public est déficitaire. Qu'on va dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de seringues, il n'y a pas de ceci, mais on utilise pratiquement tout pour payer les salaires. Et ça ne peut pas continuer, comme je vous ai dit, c'est les 20 millions d'Ivoiriens qui payent des impôts et ils attendent en retour un service public et un service social. C'est un droit. L'État n'a pas le droit d'utiliser tout cet argent pour payer les salaires de 200 000 personnes. Oui, depuis combien d'années, depuis combien de décennies les choses ont augmenté, les salaires sont restés en l'état? Ça aussi, ça devait être pris en compte, monsieur le ministre. Bien sûr que ça doit être pris en compte. Mais comme je vous dis, et j'ai dit à votre collègue qui est en face, que je vais répéter ça pendant 90 minutes, l'État, c'est nous tous. Quand on parle de l'argent de l'État, c'est les impôts que vous payez. Peut-être que souvent certains ne savent même pas qu'ils payent l'impôt
quand ils boivent une bouteille de coca, eh bien, il y a la TVA dessus. Faites de la publicité, monsieur le ministre. Excusez-moi. Hein, on va vous apporter la facture. Le coca est devenu une marque... non, on va vous envoyer la facture. Allez. Mais vous avez extirpé des rangs des fonctionnaires, ceux qu'on a appelés comme ça des fictifs. Ils sont combien? Mais je vous ai donné le nom tout à l'heure. 2818 que nous avons trouvé. En termes de masse salariale, ça peut faire à peu près combien? Un peu plus de 9 milliards. Mais c'est un gain. Mais bien sûr que c'est un gain. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce gain? Oui. Malgré ce gain, d'accord. La masse salariale dans le budget 2013, c'est 1038 milliards. Pour 2283 environ de ressources, c'est-à-dire de recettes fiscales. C'est ça qui est la réalité. Voilà. Alors, merci Paul Philippe, mais j'informe, monsieur le ministre, que des internautes réagissent. Alors, je vais vous prendre comme ça une question. Les hommes en tenue souhaitent poser une série de questions au ministre de la fonction publique. L'âge de la retraite a été porté pour tous les fonctionnaires à 60 ans. Je lis, hein, mais pour les policiers, militaires et gendarmes, le départ à la retraite est maintenu à 55 ans. Pour les sous-officiers, à moins de 60 ans. Pour les officiers supérieurs. Pourquoi une telle discrimination alors que l'espérance de vie dans ces corps est plus élevée? C'est une question des internautes ou c'est votre question? Non, c'est une question des internautes, voilà bien. Regardez, anonyme. Un militaire de 65 ans, ça peut faire quoi? Non, il demande, il dit, Ouais. il a dit comme ça, l'âge de la retraite a été porté pour tous les fonctionnaires à 60 ans. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais pour les policiers, militaires et gendarmes, le départ à la retraite est maintenu à 55 ans. Et pour les sous-officiers. Voilà. Il voudrait que dans notre armée, et à moins de 60 ans, il y a des militaires et des policiers de 65 ans. Il parle de son Bon, de toute façon, ce n'est pas des fonctionnaires. Il demande aussi, c'est parce qu'il coûte cher. Non, de toute façon, ce n'est pas des fonctionnaires. Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Alors, au niveau de la formation, non, au niveau des salaires plutôt, puisqu'on était sur les questions des salaires, vous avez dit, dites comme ça, niveau de formation égal, diplôme égal, salaire égal. Dans les régies financières, des fonctionnaires ont des primes qui partent d'1 million à plus. Celui qui est au ministère de la francophonie, je cite n'importe quel ministère, n'a rien. Y a-t-il un moyen de réduire ce type d'injustice? C'est pour cela que nous parlons de nouvelles grilles. Il faut lutter contre ces injustices. Il faut lutter contre ces injustices. Alors, nous avons décidé de travailler selon le principe que vous avez évoqué. À diplôme égal, année d'études égale, indice égal, salaire égal. L'État verra si des emplois en fonction de leur astreinte, de leurs difficultés, peuvent bénéficier de primes spécifiques. Mais les primes que vous évoquez sont vraiment à la limite de la décence. Donc, il faut revoir ces questions. N'est-ce pas une raison pour laquelle les fonctionnaires généralement se bousculent aux portes des régies financières? Mais certainement. Certainement. Et qu'allez-vous faire? C'est une question qui est posée. Il va falloir qu'on apporte une réponse à cette question. Et quelle est la nouvelle politique de recrutement, puisque quelqu'un parle de suspension de concours et autres? Quelle est votre nouvelle politique? La nouvelle politique de recrutement est simple. On attend d'abord que les administrations, les services d'État expriment des besoins et que le ministère de la fonction publique valide ces besoins. C'est-à-dire qu'on s'assure que ce sont des besoins réels. Ensuite, nous interrogeons les services des finances, le ministère de l'économie et des finances, pour voir si ces fonctionnaires, une fois recrutés, auront un salaire. C'est-à-dire que si les postes budgétaires existent pour prendre en charge les salaires. Parce que vous avez vu de tout le temps en Côte d'Ivoire que des fonctionnaires étaient recrutés et travaillaient pendant des mois, voire des années, avant d'avoir leur premier salaire. Nous trouvons cela injuste. Nous recrutons quand les besoins existent et quand les moyens existent. Voilà la base de la nouvelle politique de recrutement. Donc, on est en train de vous dire que l'effectif actuel est presque pléthorique en tenant compte des ressources de l'État et de la masse salariale. Cet effectif-là est pléthorique et personne n'a noté dans nos administrations que les fonctionnaires croulent sur le poids du travail non plus. Donc, pour le moment, il n'est pas question d'organiser 300 concours. D'ailleurs, je vous informe que depuis que nous sommes là, nous en avons organisé qu'un seul.
pour recruter 200 informaticiens qui ont pour mission de faire baisser justement la charge de travail en automatisant certaines tâches. C'est pour ça que nous avons recruté, pour ne pas qu'on soit obligé pour recruter des fonctionnaires à faire des tâches manuelles que la machine peut faire. Des contractuels. Donc notre politique, en vérité, c'est d'arrêter les recrutements jusqu'à ce que les ressources, les finances publiques soient assainies, jusqu'à ce que les ressources pour les payer soient disponibles. On ne recrutera pas avant. Ce sont des contractuels. Sont bien des contractuels. Sont des les informaticiens? Non, ceux que vous recrutez. En tant que contractuel ou fonctionnaire. Je vous ai dit qu'on ne recrutera pas si non, vous avez dit que vous utilisez des informaticiens. Ah non, nous avons recruté des fonctionnaires informaticiens. Voilà, c'est la précision que je voulais. Voilà, c'est des fonctionnaires que nous avons recrutés par voie de concours. Ok, voilà. D'accord. Merci. Alors un autre internaute dit ceci, vous savez souvent les gens ils ont des problèmes personnels. La Côte d'Ivoire a besoin de fonctionnaires dans nos villes et villages. Le manque de personnel est criant dans les hôpitaux et les autres services publics. Quand comptez-vous appliquer une vraie politique pour satisfaire les populations? Or, certainement qu'il y a des fonctionnaires qui sont affectés dans ces localités. Ils vont faire un tour. Quand ils voient que le confort qui existe à Biguin ne leur est pas comment on appelle, accessible dans ces localités, ils reviennent. Donc c'est une vraie question. Alors quel sera le moyen pour contrôler ces gens, pour les amener à rester à leur poste? C'est l'identification. C'est l'identification. Quelques précisions que les uns et les autres comprennent sur ce point précis. L'identification consiste à faire enregistrer dans le système un agent par son supérieur hiérarchique. C'est-à-dire si ton supérieur hiérarchique ne t'a pas vu dans le service, il ne peut pas t'enregistrer. Et on saura exactement, on le sait déjà pratiquement avec le premier niveau d'identification, quel est l'agent qui est dans ce service. Et ce service, quel est l'effectif de cet service et quels sont les agents qui y sont. On a même leurs photos et leur liste. Et j'ai appris comme ça que c'est une fois qu'il prend en fonction qu'on lui délivre le numéro matricule, c'est ça? Ah oui, maintenant il n'est plus question de donner un matricule à un fonctionnaire qui ne prend pas service. C'est lorsque vous aurez effectivement pris service qu'on va vous donner un matricule et qu'on va vous donner un salaire. Et pour les localités à l'intérieur qui n'ont pas Internet, vous allez attendre les rapports des supérieurs? Combien de temps? Alors, dire qu'à l'intérieur, il y a Internet, à Boaké, il y a Internet. Il y a des localités. Il y a des localités qui n'ont pas Internet, mais il y a toujours une localité proche, soit dans la sous-préfecture, donc, soit le directeur en question doit se déplacer. Exactement. Le directeur de l'école où il n'y a pas Internet viendra à l'inspection primaire, qui est dans le chef-lieu de la sous-préfecture, la préfecture, où il y a Internet. Merci, monsieur le ministre. Une administration handicapée pénalise la bonne marche de l'État. L'État, c'est vous, c'est moi, comme vous l'avez dit, c'est en somme le citoyen. Au-delà donc des effectifs, masse salariale et autres, le citoyen attend beaucoup. Une administration efficace qui travaille avec célérité, d'où la réforme. Monsieur le ministre, nous allons passer au chapitre 2 de notre émission.